Donc comme vidéo, j'ai perdu les roches, donc du coup, je vous mets ici un petit dépliant qui vous représente le challenge de l'été de Séverine qui se déroule du 1er au 31 août. J'avais commencé ce premier bouquin des 4 et qui m'ont été envoyés par Pocket, qui est donc celui-ci une famille presque normale de M.T. Edwardson. La luminosité, franchement, elle est pas top du tout. Hein. Le souhait de l'obéir. Peut-être que comme ça, là, ça sera mieux. De Edwardson. Donc, de quoi ça parle ici? On va suivre une famille qui vit donc en Suède, pardon, ça commence bien, qui vit en Suède, dit totalement ordinaire, dont le père est pasteur, la mère est avocate, ils mangent équilibré, ils se couchent tôt, ils ont une petite fille qui les éduque comme ils peuvent et de bonnes, enfin voilà, ils ont rien à en redire. La fille a 19 ans, quand on commence le bouquin, c'est le jour de son anniversaire. Le samedi, ils vont suivre au cinéma. Le dimanche, ils vont se balader en forêt à vélo. Ils rentrent toujours leur bouquin à la bibliothèque. Ils n'oublient jamais de rendre leur bouquin à la bibliothèque. Ils n'oublient jamais non plus de mettre leur clignotant quand ils sont donc en voiture. Donc vraiment, c'est la famille parfaite, si on peut dire comme ça. Le problème est que un jour, sans crier gare, leur tombe dessus un meurtre. On sait tout de suite, je ne vous spoil rien, on sait tout de suite que la fille, donc qui s'appelle Stella, est donc accusée de meurtre. Et ben là, tout leur petit monde s'écroule. Mais en avançant dans le bouquin, on s'aperçoit que leur petite famille ordinaire parfaite n'est pas si ordinaire que ça. Et cette famille, eh bien, cache de lourds secrets. Je ne peux pas vous dire lesquels, sinon ça gâcherait le bouquin, parce que là, les lourds secrets, ça veut dire à plus d'une centaine de pages, vraiment lourds secrets. On voit on sous-entend, on prédevine quelques petits couacs au début du bouquin. Au bout de donc le livre se coupe en 2 parties. La première partie, on lit l'histoire d'après le père de famille, et dans la deuxième partie, on voit l'histoire de la fille Stella, qui est accusée de meurtre. Donc voilà, j'en suis à peu près là, tu ne vois rien, c'est super, on est content. Si je... Oh, ça va être encore pire. Si je fais ça, ça va être un peu mieux. Donc là, j'en suis à la page 307, sachant qu'il y a 600 pages. Voilà, je me dis qu'en lisant une centaine de pages par jour, je peux facilement lire les 4 bouquins pendant le mois de juillet. Donc c'est cool, ça a l'air vraiment faisable. Cette histoire est vraiment pas mal du tout. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que tout le long du bouquin, à peu près un chapitre sur 2, on
relate les souvenirs quand on est dans la première partie, on relate les souvenirs du père, donc il se souvient de certains épisodes, et c'est là qu'on découvre donc les secrets que cache du coup la famille. Les chapitres sont vraiment très petits parce qu'ils font entre 2 et 3 pages chacun, donc ça se lit très vite. C'est pas écrit super petit, donc c'est visible, c'est assez fluide. La lecture est vraiment très très agréable. Tout comme le bouquin, il est hyper fluffy, et moi j'adore les bouquins hyper fluffy. Je t'en dirai plus quand j'aurai terminé. Là je suis donc avec la fille, voilà, je continue mon histoire en tant que narratrice. C'est la fille qui est la narratrice du livre. C'est pas mal du tout. J'ai vraiment hâte ce qui va en devenir de cette jeune fille, parce que moi je suis pas convaincue. Je sais pas. Je pense que je vais être. J'ai ma petite idée derrière la tête de ce qui s'est vraiment passé. Mais je suis pas super convaincue que. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment elle qui est tuée. En plus, c'est vraiment terrible parce que le corps a été retrouvé dans une aire de jeu pour enfants. Je ne te spoil rien du tout. Encore une fois, je crois même que c'est dans la 4e. Mais de toute façon, ça s'est dit très vite au début du bouquin. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture, et puis bien évidemment je te ferai un point lecture quand j'aurai terminé ce livre. Un autre bouquin toujours que j'ai pris dans ma bibliothèque de rue, là ici c'est le Nazisme, société secrète de Werner Gerson, des éditions Aucune idée, je ne sais pas. Et aux éditions J'ai lu. Le nazisme n'est pas apparu avec Adolf Hitler et le Troisième Reich. Ses origines sont millénaires et plongent dans les pratiques des sociétés secrètes qui trouvèrent toujours en Allemagne leur terrain de prédilection. Ainsi, la Sainte Seine, créée au XIIIe siècle, sembla disparaître, mais ce fut pour renaître en 1919. Faire de nouveau régner la terreur, la secte des Illuminés de Bavière, fondée au XVIIIe siècle, avait pour but de détruire la propriété, la religion morale. Babeuf fut son disciple, mais aussi Blanqui et Lénine. Ces doctrines nihilistes trouvent encore des partisans. Le groupe Tulé représente bien cet esprit, car il fut fondé au début de ce siècle dans le but de rassembler les forces magiques de la tyrannie. L'arianisme. Les forces magiques de l'arianisme. Il allait tenir un rôle non négligeable dans les guerres qui ensanglantèrent l'Europe. Aujourd'hui, réunis sous l'emblème du Svastika, de nouvelles sociétés s'organisent pour revenir au pouvoir grâce à la puissance antique sorcellerie. Ensuite, des éditions J'ai lu, dont l'autrice est Alice Sebold, La nostalgie de l'ange. Le viol et le meurtre de la petite Suzy sont sans doute les souvenirs les plus effroyables qui y aient emmené au paradis. Mais la vie se poursuit en bas pour les êtres que Suzy a quittés. Elle a maintenant le pouvoir de tout regarder et de tout savoir. Elle assiste à l'enquête, au dramatique frisson qui secoue sa famille, et voit son meurtrier, ses amis du collège
Elle voit son petit frère grandir, sa petite sœur la dépasser. Elle observe au bord du ciel pendant des années la blessure des siens, d'abord béante, puis sa lente cicatrisation. Habité d'une invisible nostalgie, l'ange pourra enfin quitter ce monde dans la paix. C'est un bouquin que j'ai très hâte de commencer. Vraiment, il me tarde vraiment de le commencer parce qu'il me fait très envie. Ensuite, on continue avec les chiennes savantes de Virginie Despentes des éditions J'ai lu. C'est un bouquin que ça fait vraiment longtemps que j'ai en ma possession. Je ne l'ai jamais lu. Il avait déjà un équilibre dans ma palle et il me tente vraiment beaucoup. La cabine numéro 1 avait quelque chose du confessionnal. Version Lucifer, granule épais rouge sombre le long des murs. Comme repeint d'un vomi de viande saignante, c'est une pièce étroite et haute de plafond, séparée en son milieu par un gros grillage noir. Le client était assis en contrebas. Louise travaille dans un pep-show. Elle fait ça bien. Sans se forcer, elle se renverse contre le mur, ferme les yeux et se met au boulot. Elle officie patiemment avec parfois cette envie d'être ailleurs, d'échapper à son histoire. Mais le jour où on découvre 2 filles sur le carreau, gorge et visage bien nettoyés, écorchés, ça rigole plus pareil d'un coup. Et Louise d'en apprendre des choses sur ce que les garçons font aux filles. Ensuite, des éditions livres de poche. J'ai mis dans ma pile à lire Couvre-feu de Clarisse Nikolski. Lyon 1943. Judith a 4 ans. Ses parents sont ailleurs, yougoslaves et juifs. Il faut donc se cacher, fuir sans cesse, parler à voix basse, jouer au catholicisme, se méfier de chacun, trembler au moindre bruit. Louvoyer entre les rafles, Judith est heureuse. Sur fond d'apocalypse, voici une série d'aventures cocasses dans ce Lyon devenu soudain un immense terrain de jeu. Voici un grand roman, tantôt baroque, joyeux, et tantôt tissé de mort. Voici la douleur multiple d'une époque. Voici le portrait bouleversant d'une enfance qui fait, dans la terreur et malgré tout, son chemin. Le livre suivant que j'ai mis dans ma pile à lire est Échec au roi de Alain Poirier. Échec au roi, un thriller historique. Au milieu du XVIIIe siècle, le règne de Louis XV, oh là là, je sais pas lire, est agité par des événements dramatiques. Marie de Kévignac et sa famille, menacés par une vengeance impitoyable, vont côtoyer la révolte avec le contrebandier Mandrin. Les complots autour de la duchesse de Pompadour, les errements sanglants de Damien. Aidé de Yurok, l'Indien rescapé du grand dérangement acadien, Louise et Guillaume réussiront-ils à aller au bout de leur mission et empêcher l'inéluctable? Échec au roi est un roman où s'affrontent amour et fanatisme. Il traverse le siècle des Lumières, qui est également celui d'un fanatisme et de la cruauté, à quelques années de l'embrasement révolutionnaire. Après les aventuriers de Kérignac, 1720-1743, les échecs du roi est le chapitre d'une saga bretonne, humour, panache et émotion.
Je poursuis avec La Grande Misère de Maisy Renaud des éditions Inconnu au bataillon encore. Aux éditions Noyelles. Tout a commencé chez un bouquiniste. Le livre de Maisy Renaud y dormait là, parmi d'autres consacrés à la Seconde Guerre mondiale. Depuis 40 ans, précisa le libraire, à sa sortie en 1948, La Grande Misère bouleversa le jury du Grand Prix Vérité qui distingua ce récit d'une jeune résistance rescapée au pays de la mort. Arrêtée par la Gestapo alors qu'elle cherchait à protéger son frère, le célèbre colonel Rémy Maisy Renaud était arrivé un jour de 1944 à Ravensbrück, au pire moment de l'histoire du camp. Situé au cœur du Reich, il était dédié aux prisonnières politiques, mais aussi aux détenues familiales, sœurs, femmes, mères et patriotes. Avec une incroyable humanité, Maisy Renaud raconte sa lutte pour survivre à l'heure où le camp des concentrations se transforme en une effroyable machine à exterminer. Comment préserver sa dignité, résister à l'ensauvagement qui les gagne toutes petit à petit et à trouver au plus profond de soi la force nécessaire pour ne pas sombrer. La sobriété de son écriture, la justesse du ton, la grande misère touche en plein cœur. On n'oubliera pas de sitôt le témoignage de cette femme au courage exemplaire. Le prochain livre de Sandra Brown dont le titre La place des autres des éditions France Loisirs. Entre-temps, mon infirmière est venue, donc t'as vu, j'ai changé de tenue. Elle m'a mis ma grisette et j'ai réussi à trouver un compromis avec la luminosité, donc ça devrait être pas mal. Donc je te disais que le prochain livre que je te présentais, c'est La place de l'autre de Sandra Brown des éditions France Loisirs. Cela fait bien longtemps que Mélina et Dylan, jumelles identiques, n'ont plus joué au passé présent préféré de leur enfance et changé leur identité. Lorsqu'elles recommencent leur jeu à deux, a des conséquences mortelles. Après s'être fait passer pour sa sœur, lors d'une soirée avec le séduisant Kiev Hart, Gillian est sauvagement assassinée. Mélina, décidée à élucider ce meurtre qui la visait elle, découvre rapidement qu'une secte dangereuse est mêlée à la mort de sa sœur et que sa propre vie est dorénavant en danger. On continue avec l'édition de chez Gallimard, de la collection dirigée par Marcel Duhamel, Super Noir, collection Super Noir, Adieu Cousine, par l'auteur Ed McBain. Adieu Cousine, la pleine nuit, la pluie, un chantier de démolition et deux très jeunes filles qu'un satyre assaille et attaque à coups de couteau. L'une en meurt, l'autre s'en tire et court, éperdue se réfugier au célèbre commissariat du 87e, navrant et banal, sans doute, quoique. Existe-t-il vraiment ce satyre? C'est la question délirante que va se poser l'inspecteur Carella. Le prochain livre, Le mystère de la chambre jaune de Rouletabille. Des éditions Livre de poche. La porte de la chambre fermée à clé à l'intérieur. Les volets de l'unique fenêtre fermés, eux aussi à l'intérieur. Pas de cheminée. Qui a tenté de tuer mademoiselle
Stangerson et surtout par où l'assassin a-t-il pu faire de la chambre jaune. C'est le jeune reporter Rouletabille, limier, surdoué et raisonnant par le bon bout de la raison. Ce bon bout que l'on reconnaît à ce que rien ne peut les faire craquer, va trouver la solution de cet affolant problème au terme d'une enquête fertile en aventure et en rebondissement. Tenant à l'haleine le lecteur de la première à la dernière page, le mystère de la chambre jaune est devenu un classique du roman criminel, donc on verra ce que ça donne. Le prochain livre des éditions Livre de poche thriller, c'est Vendetta de R.L. Ilori. C'est un auteur pour ma part, je connais bien. Je crois que j'ai déjà eu ce livre. Il me dit quelque chose, mais je n'en suis pas sûre. La Nouvelle-Orléans, 2006, la fille du gouverneur de Louisiane est enlevée. Le kidnappeur Ernesto Pérez se livre aux autorités, mais demande à s'entretenir avec A. Hartman, un obscur fonctionnaire qui travaille à Washington dans une unité de lutte contre le crime organisé. À cette condition seulement, il permettra aux enquêteurs de retrouver la jeune fille saine et sauve. Commence alors une longue confrontation entre les deux hommes au cours de laquelle Pérez va peu à peu faire l'incroyable récit de sa vie de tueur à gages au service de la mafia. Dans ce thriller exceptionnel, R.J. Ilori retrace 50 ans d'histoire du crime aux États-Unis, mêlant avec une virtuosité étonnante les faits réels de la fiction. Ensuite, le prochain, c'est l'Évangile selon Satan de Patrick Graham, des éditions Pocket. Dans sa carrière de profileuse au FBI, Mary Parks a vu beaucoup de tueurs en série, mais rarement aussi cruels et méthodiques que Caleb le voyageur. Comme si, venu du fond des âges, il avait été envoyé en mission par Satan lui-même, ou du moins par les adorateurs. Rassemblés dans une organisation qui semble prête à tout pour retrouver un livre perdu depuis des siècles, un livre maudit dont le contenu pourrait renverser l'Église catholique et inaugurer un âge de ténèbres. Aidé d'un exorciste du Vatican et armé de ses propres dons de médium, Mary Parks est alors la seule à pouvoir contrecarrer les noirs desseins des serviteurs du Très-Bas. D'elle dépend désormais l'issue de cette bataille décisive entre le bien et le mal. C'est un ouvrage qui a reçu le prix des maisons de la presse, donc très hâte. Le suivant est, dont le titre est Un certain goût pour la mort de P.D. James, des éditions Livre de poche. Le commandant Adam Dalglish de Scotland Yard fouille dans le passé de Sir Paul Byron. Cet aristocrate, promis à un brillant avenir, a été égorgé dans le sacristie d'une église de Paddington, au comté d'un clochard, lui aussi saigné à blanc. Qui était Paul Byron? Une vendetta familiale, une jeune fille noyée dans la Tamise, une révélation mystique, d'autant d'indices qui semblent ne mener nulle part. Mais c'est peut-être en lui-même que Dalglish trouvera la réponse, car ce type peu ordinaire, poète à ses heures, amateur d'architecture et de musique baroque, possède lui aussi un passé douloureux et certains goûts pour la mort.
ne galère pas du tout. C'est pas vrai, je ne vois pas de quoi tu parles. Ensuite, on va passer à La nuit des enfants rois de Bernard Lemteric, des livres de poche. Sélectionné par les meilleurs romans par toute la presse, La nuit des enfants rois se déroule à toute allure comme un merveilleux film d'où l'on sort ébloui. Cela se passe une nuit dans Central Park à New York. 7 adolescents sont sauvagement agressés, battus, certains violés, mais ces 7-là ne sont pas comme les autres. Ce sont des enfants génies de l'horreur. Ils vont tirer contre le monde une haine froide, mathématique, éternelle. Alors, à leur intelligence, ils volent, ils accumulent des crimes parfaits. Car ces 7-là, ils ne sont pas 7. Ils sont un. Ils sont un seul esprit, une seule volonté. Celui qui l'a compris, Jimbo Farrar, lutte contre eux de toutes ses forces, à moins qu'ils ne soient de leur côté. Alors, s'ils étaient 8, le monde serait à eux, et ce serait la longue nuit, la nuit des enfants rois. Le prochain livre s'intitule L'enfant des terres rouges de Cécile Drouin, des éditions Livres de poche. Laurence a 5 ans et ce qu'elle voit du monde qui l'entoure et qu'elle nous conte avec ses propres mots, c'est l'Indochine, occupée par des Japonais, une mère qui la rejette, un père qui l'ignore, son unique refuge est la rue ou encore les légendes racontées par Tiba, sa gouvernante indo-chinoise. Laurence a 7 ans lorsque, arrachée à son enfance jaune, elle est jetée dans un pays revêche et froid, la France, où elle est encore plus seule. Laurence a 12 ans et, d'espoir d'amour en amour refusé, de chagrin jamais consolé, en rejet incompréhensif, elle s'invente une autre Laurence, l'enfant des terres rouges, la seule créature dont elle espère qu'elle l'aidera à vivre. Le tour de force de Cécile Drouin, qui, comme son héroïne, est née à Hanoï et n'est arrivée en France qu'à l'âge de 7 ans, est d'avoir su nous restituer intacts et poignants les sentiments éprouvés et décrits par une enfant. Le bouquin suivant est vraiment très, très connu puisqu'il s'agit de Mémé dans les orties dont l'autrice n'est que Aurélie Dallon. Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bourbon, acariâtre, certains diraient seul, aigri, méchant, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps, éviter une armada de voisins aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir, rendre chèvre la concierge, Madame Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la vie. Jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans forcent littéralement sa porte et son cœur. Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral et une véritable cure de bonheur. J'avais déjà lu Dumbo et j'étais assez déçue. Je trouvais que après, ce n'est que mon avis, hein, ça se répétait beaucoup. Donc, eh bien, parce que je ne veux pas rester sur des préjugés, eh bien, je vais lire celui-ci, Sauve-moi. Lorsque, par une froide soirée d'hiver, Juliette et Sam se croisent en plein cœur de Broadway, c'est le coup de foudre instantané. Elle, jolie, française de 28 ans, multiplie les petits boulots en nourrissant des rêves d'actrice. Lui, la trentaine, est un jeune pédiatre new-yorkais, dévoué corps et âme à son projet depuis le suicide de sa femme, persuadé d'avoir enfin un sens à leur vie.
Ils vont s'aimer le temps d'un week-end intense, aussi magique qu'inoubliable. Mais Juliette doit retourner à Paris. Quant à Sam, il ne sait trouver les mots pour la garder à ses côtés. Du moins, pas assez vite, car à peine l'avion de la jeune femme a-t-il décollé qu'il explose en plein vol. Le prochain livre que je vais lire est de Patricia Cornwell, Mort on me trouve, des éditions et livres de poche. Le cadavre de son ami Ted Edding, un journaliste retrouvé au fond de l'eau dans une zone militaire interdite, lance le médecin légiste Kay Scarpetta sur les traces d'une secte manipulée par un réseau terroriste international. En compagnie de Lucy, sa nièce devenue un agent du FBI, et de son complice Marino, le flic macho au grand cœur, elle affronte d'implacables ennemis tout au long d'un suspense où les technologies de pointe et la réalité virtuelle bouleversent les données de l'enquête criminelle. Donc, eh bien, écoute, on va voir ce que ça donne. Ensuite, un bouquin, on dira, très rigolo, humoristique. J'ai nommé Crime et couche-culotte, dont l'autrice est Jennifer Wenner, des éditions Poivron, je crois. Piment, des épines, n'importe quoi, des éditions Piment. Ça a l'air pas mal déjanté. Un mari avocat, des enfants exquis, une belle maison dans le Connecticut. En apparence, Katie Klein est une femme comblée. En réalité, son mari est submergé de boulot. Elle passe son temps à courir après les enfants et s'ennuie ferme dans cette petite ville où il ne se passe jamais rien. Jamais rien? Voire. Alors qu'elle se rend chez sa voisine Kitty, elle la découvre morte, un couteau planté dans le dos. Kat décide de mener l'enquête. Entre couches et biberons, lessive et goûter, difficile de s'improviser détective. Une comédie tout simplement irrésistible. Qui a mon Google qui est en train de se mettre à parler là. Ensuite, on continue dans les éditions Pocket de l'auteur Marc Duguin, La chambre des officiers. En 1914, tout sourit à Adrien, ingénieur officier. Mais, au début de la guerre, lors d'une reconnaissance sur les bords de la Meuse, un éclat d'obus le défigure. En un instant, il est devenu un monstre, une gueule cassée. Adrien ne connaîtra ni l'horreur des tranchées, ni la boue, le froid, la peur ou les rats. Transféré au Val-de-Grâce, il rejoint une chambre réservée aux officiers. Une pièce sans miroir, où l'on ne se voit que dans le regard des autres. Il y restera 5 ans. 5 ans entre parenthèses, 5 ans pour penser à l'avenir, à l'après-guerre, à Clémence, qu'il a connue avec son visage d'ongle. 5 ans à nouer des amitiés déterminantes pour le reste de son existence. Pas existante. Ensuite, allez, on continue dans les éditions Folio. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, dont l'auteur, je ne sais pas, je pense que c'est son autobiographie. Par contre, c'est écrit méga petit. Regarde comme c'est écrit petit. Ce livre est terrible, a connu un retentissement considérable en France et dans toute l'Europe. Ce que raconte cette fille sensible et intelligente qui, moins de 2 ans après avoir fumé son premier joint,
se prostitue à la sortie de l'école pour gagner de quoi payer sa dose quotidienne d'héroïne. Et la confession douloureuse de la mère font de Christian un livre sans exemple. Il nous apprend beaucoup de choses, non seulement sur la drogue et le désespoir, mais aussi sur la détérioration du monde d'aujourd'hui. Ensuite, je vais continuer dans les éditions. J'ai lu, c'est un tragédie qui est cabossé, déchiré de partout, de Torrey L. Hayden. Ces enfants-là ne sont pas comme les autres. Beau, le petit garçon de 7 ans dont l'esprit est absent et qui ne parle que pour répéter les bulletins de météo comme un perroquet. Laurie, 7 ans elle aussi, et qui ne peut apprendre à lire parce que son père lui a fracturé le crâne et endommagé le cerveau. Tommaso, 10 ans, qui joue les durs pour oublier qu'il a vu sa belle-mère tuer son père et son frère. Enfin, Claudia, timide, secrète, elle a 12 ans et elle est enceinte. Ces 4 enfants meurtris ont été réunis dans la classe de Torrey Hayden parce qu'on ne savait pas quoi faire d'eux. Jour après jour, Torrey va tenter de les rassurer, de les aider. Avant tout, elle va les aimer. Et nous aussi. Nous serons bouleversés par Beau, Laurie, Tommaso et Claudia, comme s'ils n'étaient pas les enfants des autres, mais les nôtres. Rien qu'à te dire la 4e de couverture, tu as dû entendre à ma voix que elle était bien tremblotante, n'est-ce pas? Ce prochain bouquin que je vais lire et que je vais envoyer ensuite à ma chérinette, des éditions Joël Losfield, dont l'auteur n'est autre qu'Albert Cossery, Les feignants dans la vallée fertile. Le résumé m'a fait beaucoup rire et je t'avoue que j'ai très envie de le lire pour ça. Le fainéantisme est élevé au rang des valeurs supérieures dans cette famille carotte. Galal, l'aîné, n'a pas bougé de son lit depuis 7 ans. Rafik a renoncé à épouser la femme qu'il aime, de peur qu'elle ne trouble sa somnolence. Sorag, le plus jeune des frères, veut commettre la folie d'aller travailler en ville aux grandes dames du vieil Hafez, qui exprime sa fureur en ces termes. Qu'est-ce que j'entends? Tu veux travailler? Qu'est-ce qui te déplaît dans cette maison? Fils ingrat, je t'ai nourri et habillé pendant des années, et voilà tes remerciements. Albert Cossery en appelle ici au sommeil comme d'autres à l'insurrection armée. Donc je pense que ça va être très rigolo. Alors excuse-moi, vraiment, excuse-moi. J'ai eu du mal à lire le résumé parce que c'est écrit extrêmement petit. Ensuite, dans les éditions Pocket, je vais y arriver, dont l'autrice est Agnès Ledig, et le titre de tes nouvelles. Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union. Entre Eric, son père, et Valentine, qui les a accueillis quelques mois plus tôt, un soir d'orage et de détresse. Maintenant que les peurs et les peines de chacun ont été en partie apprivoisées, une famille se construit jour après jour au rythme des saisons. Un grain de sable pourrait cependant entailler les rouages de cet avenir harmonieux et longtemps désiré. 3 bonnes raisons de lire de tes nouvelles, parce qu'on y parle d'amour, parce qu'on ressemble au personnage et pour l'auteur. Ensuite, c'est un petit livre en hardback des éditions
choisir, c'est une autobiographie d'un chien errant dont le titre n'est autre que Une vie de chien, dont l'auteur est Anne M. Martin. Le jour où son frère disparaît, Skirel se retrouve seule au monde. Désormais, elle doit apprendre à se débrouiller par elle-même. Cette petite chienne solitaire, mais téméraire, parcourt alors les routes à la recherche de nourriture, d'un abri de sécurité. Elle brave mille dangers, faisant des rencontres dangereuses et côtoyant des humains tantôt amicaux, tantôt cruels. Et au fond d'elle, Skirel ne rêve que d'une chose, trouver quelqu'un qui voudra bien lui donner un peu d'affection. Donc c'est pareil, j'ai très hâte de me plonger dans ce bouquin qui m'a l'air tellement et touchant. Enfin, je vais te parler de L'ombre de nous-mêmes. C'est un roman écrit par l'autrice Karine Resset des éditions Flammarion. Elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Alma, incarcérée dans un quartier réservé aux jeunes mères, s'accroche à l'enfant qu'elle y a mis au monde et aux lettres qu'elle envoie comme autant de nouvelles à la mère. Dans la cellule voisine, Lucinda, tombée pour trafic de drogue entre France et Argentine, apaise sa détresse en faisant défiler les souvenirs enchantés d'une enfance dont le fils est brutalement brisé. De l'autre côté des barreaux, Tara, la fille aînée d'Alma, se confie à son ordinateur et tente de maintenir le lien entre sa mère et ceux qui, au dehors, attendent son retour. Correspondance, carnet et fragments confessions filmées, Karine Resset puise dans les multiples ressources du genre romanesque pour mieux entremêler ces trois itinéraires bouleversants. Les trois derniers livres, je vais juste les montrer, mais je vais te proposer d'aller voir ma vidéo juste d'avant parce que je te lis les résumés dans ces trois vidéos parce que ce sont les trois livres restants du prix de sélection prix nouvelle de Voix du Polar. Et comme je t'ai lu les résumés dans la vidéo précédente et que la vidéo actuelle va faire certainement plus d'une heure, mais je vais essayer de couper au montage. Je ferai évidemment de mon mieux, mais bon, voilà. Je vais pas lire les résumés. Donc, le livre que je dois lire juste après le premier que je t'ai montré, c'est Le pensionnat des innocentes de Angela Morson. Pour seul refuge de Vincent Ortiz. Et avec votre esprit de Alexis Lepsker. Voilà, enfin pour cette vidéo qui se termine. Enfin, je suis sincèrement désolée de la longueur de cette vidéo. Je vais essayer de couper au maximum ce que je vais pouvoir couper. Je te remercie infiniment si tu as réussi à voir la totalité de ma vidéo. Je te fais des énormes gros bisounours. J'espère que tu as quand même apprécié, même si ça a été un peu chaotique, mais j'essaierai promis de m'améliorer. J'ai hâte de savoir si tu vas participer toi aussi au challenge de l'été de Séprime Paye ton slip. Et puis je te fais tout plein de gros bisounours. Prends soin de toi et prends soin des gens que tu aimes. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.